Monsieur le directeur général, nous vous remercions de nous avoir conviés dans vos locaux pour cet échange. Le premier d'ailleurs, depuis votre nomination il y a 3 mois. On espère tout simplement que ce genre de rendez-vous, nous les aurons au cours de votre mandat pour que l'information que nous avions besoin de transmettre à nos lecteurs soit celle qui est la plus fiable possible. Monsieur le directeur général, vous prenez la tête de l'RPCE à un moment très difficile, à un moment critique, celui dû au coronavirus, avec ses effets. Et 3 mois après la prise de votre fonction, peut-on savoir aujourd'hui les actions que vous aviez déjà menées sur les secteurs régulés, ceux notamment des postes et des communications électroniques? Merci. On est quand même dans un contexte un peu complexe, quasiment inédit dans le monde. C'est celui de la Covid-19. Aujourd'hui, la Covid-19 a frappé notre pays et nous avons été aussi touchés dans bien de domaines. La crise a eu un impact considérable sur le secteur des communications électroniques. Souvent, quand je rencontre des personnes qui disent « oui, les opérateurs de téléphonie mobile ont fait beaucoup d'argent pendant les confinements », je rigole un peu parce que je trouve que c'est de l'amalgame. Lorsqu'il y a ce blocage de l'économie, les citoyens ne peuvent pas recharger leur téléphone comme à l'habitude. Les citoyens sont automatiquement aussi frappés par cette crise, et s'ils ne peuvent pas recharger en fonction de leur panier, automatiquement les opérateurs ne peuvent rien faire. Donc la Covid-19 a réellement touché le secteur de communication électronique, mais est venue aussi pour faire un état de savoir effectivement est-ce que notre secteur était bien portant. Aujourd'hui, c'est peut-être nouveau dans notre pays, mais nous nous rendons compte que de plus en plus des réunions se font via Internet, via des nouvelles technologies comme Zoom, Teams, WhatsApp. Toutes ces technologies qui existaient aujourd'hui sont devenues des différentes plateformes pour pouvoir avoir des réunions et éviter et respecter la distanciation sociale. Mais tous ces systèmes peuvent marcher essentiellement s'il y a des infrastructures qui fonctionnent, s'il y a de la capacité disponible. Parce que les serveurs qui gèrent ces communications, les systèmes sont des systèmes étrangers, beaucoup sont localisés aux États-Unis. Donc il faut une bonne communication, une bonne connexion Internet pour pouvoir assurer tout ce que nous faisons ici. C'est dans ce contexte que je suis nommé à la tête de la RPCE. Le premier engagement que je pense qui doit être le nôtre, c'est de sécuriser le marché. Beaucoup d'entreprises au travers le monde sont en train de licencier. Des grosses entreprises sont en train de fermer. Alors nous ne sommes pas à l'abri, parce que c'est souvent des réactions en chaîne qui se font et qui emmènent au fait que les entreprises, les multinationales dont nous avons des représentations ici, ferment. Alors notre premier objectif aujourd'hui, c'est que ces entreprises ne tombent pas en faillite par un effet boule de neige, mais qu'elles arrivent à traverser cette crise avec notre pays. Le métier du régulateur demeure, peu importe le contexte, c'est-à-dire veiller à ce que les communications électroniques se passent toujours bien, veiller à ce que la qualité de service soit toujours mise en avant et sécuriser vraiment le marché. Sécuriser le marché. Et que tout le monde, que ce soit l'État, que ce soit les opérateurs, que ce soit les consommateurs, que tout le monde puisse trouver son compte. Merci donc, Monsieur le DG. Nous étions à votre prise de fonction aujourd'hui, presque 100 jours après. Peut-on dire que vous inscrirez votre action dans la continuité de ce qui a déjà été fait? Réalisez-vous que vous êtes sur la bonne voie? Et quels sont les éléments capables, si cela a été dit comme ça, alors quels sont donc les éléments capables de témoigner cette démarche, Monsieur le Directeur Général? La continuité dans le changement, ou le changement dans la continuité, est une expression pour dire que nous allons simplement améliorer, aller toujours cette envie d'aller un peu plus loin chaque jour, de faire un peu mieux.
Je tiens à souligner et à louer l'action de mon prédécesseur, le DG Yves Castano, pour tout le travail qui a été déjà fait au niveau de la RPCE. Et alors, qu'on appelle changement, cela ne veut pas dire qu'il y avait des mauvaises choses, non. C'est vraiment la poursuite de l'amélioration en continu. Notre secteur des communications électroniques, l'axe de ce secteur n'est pas fixé par nous. Il est universel. Il est surtout fixé par ce qu'on appelle les constructeurs et les technologies. Les technologies avancent à une certaine vitesse et les opérateurs sont souvent contraints de s'aligner aux technologies pour pouvoir faire avancer le secteur. De notre côté, nous ne pouvons déjà, que poursuivre cette avancée technologique. Les constructeurs sont en train de parler de la 5G aujourd'hui dans d'autres pays en train d'installer. Nous sommes, nous, dans l'obligation de commencer à regarder la 5G et aussi à nous préparer. Ne pas être surpris le jour où un opérateur vient. Alors, le changement de la continuité, c'est quoi? C'est poursuivre déjà l'action qui était déjà amorcée, celle de cette vision que de ramener le Congo parmi les leaders, le top 5 des pays en communication électronique en Afrique. Alors, nous allons faire un benchmarking des différentes agences de régulation pour voir qu'est-ce que nous faisons déjà et qu'est-ce que nous ne faisons pas encore. Nous allons corriger ces erreurs, améliorer ce que nous faisons aujourd'hui afin de nous hisser encore des places devant dans cette quête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, hormis les missions régaliennes que le législateur a confiées au moment de la création de la RPCE à la RPCE. Ces missions qui consistent à la qualité de service, aux différents coûts, à voir que les tripartis dont nous sommes responsables en tant qu'arbitres, c'est-à-dire l'État, les opérateurs et les consommateurs, trouvent chacun de leur compte. Au-delà de ça, nous avons des missions qui nous ont été données et demandées par le législateur au travers des lois de finances 2019 et 2020, qui aujourd'hui sont en train de suivre leur cours. Et ces projets ont vu le jour, déjà le hub numérique dans sa première phase en octobre 2019 et la seconde phase que nous allons entamer au 1er août avec les banques. Il y a le timbre électronique qui vient pour la dématérialisation de nos paiements et pour le meilleur suivi des taxes en partenariat. Ces deux projets sont en partenariat avec le ministère des Finances, l'un avec l'Agence de régulation de transfert de fonds, l'autre avec la Direction générale des impôts et des domaines. Ces projets qui étaient en attente aujourd'hui sont officiellement lancés en phase de production, ce qui montre que nous continuons à avancer et à travailler. Concernant le secteur, nous avons beaucoup d'actions que nous menons aujourd'hui afin de pouvoir améliorer les transmissions et les infrastructures dans notre pays, qui sont l'objet de beaucoup de retombées. Nous avons un pays aujourd'hui qui n'a qu'une seule sortie en fibre optique, qui est le câble sous-marin qui arrive à Matombi, la station d'atterrage. Il nous faut un deuxième câble, sinon même un troisième, pour pouvoir vraiment faire face à la vision du chef de l'État de 2025 qui consiste à vulgariser le numérique. Les autres axes sont visibles actuellement déjà. Nous avons un bâtiment technique que nous sommes en train de construire juste à côté qui pourra abriter un data center et ce data center sera ouvert à l'ensemble des différents acteurs du secteur et même des différentes plateformes gouvernementales qui pourront être hébergées là. Nous allons essayer d'améliorer les conditions de travail toujours à la RPCE afin que les employés donnent toujours le meilleur dans leur travail. Monsieur le DG, il semblerait que les sociétés de téléphonie mobile ne pratiquent pas un plan tarifaire adéquat concernant certains produits. Et alors les consommateurs se plaignent quelque peu parce qu'ils se sentent désabusés avec des ponctions qui sont opérées sur leur crédit de communication, l'arnaque qui est opérée sur le produit mobile money,
ou alors parfois même des forfaits Internet qui sont tout à fait pratiqués sur des prix un peu farfelus. Est-ce que ces plaintes sont parvenues aux oreilles du régulateur que vous êtes et qu'entendez-vous faire si cela est confirmé? Merci beaucoup pour cette question. Et j'espère vraiment que les consommateurs qui nous liront ou qui nous écouteront auront réponse à cette question. Vous voyez, l'RPCE, dans la loi qui crée l'RPCE, dans les statuts de l'RPCE ne fixe pas les prix des opérateurs. Il faut que tous les consommateurs puissent le savoir. L'RPCE encadre les prix et contrôle les prix. Ce qui veut dire que nous avons pour mission de dire à un opérateur « Ok, nous t'autorisons de faire ce prix ». Mais nous ne pouvons pas dire à un opérateur « Pour tel service, tu es obligé de mettre ce prix ». Le prix d'un opérateur dépend de la concurrence qu'il y a sur le marché. Que fait l'autre? Alors, nous ne pouvons que dire à un certain seuil de tarif, vous ne pouvez pas vendre. Parce que si vous dépassez par exemple le prix de la minute à tant de francs, vous serez incapable de payer tous vos travailleurs, vous serez incapable de payer les autres entreprises qui travaillent avec vous dans le secteur de communication électronique, ou encore vous serez incapable de faire face simplement à vos charges. Nous, c'est comme ça que la loi nous donne le mandat et l'obligation de veiller sur les prix. Mais le marché de la concurrence régule tout seul ces prix. Alors nous veillons à cette base, à ce seuil, selon lequel les opérateurs ne doivent pas descendre, peu importe le service. Et au-dessus, l'opérateur qui sait qu'il fait un trop grand prix s'attire la perte de ses clients. Ça, c'est le marché et la concurrence qui régulent ces tarifs-là. Voilà pourquoi nous, on peut vous dire que nous n'autoriserons pas, par exemple, que le mégabit ou que la minute soit en dessous de temps. Ça, c'est ce que nous n'autoriserons pas. Donc, lorsque les forfaits, un opérateur, avant de mettre des forfaits, nous envoie les forfaits. Nous avons des systèmes de calcul où nous rentrons le forfait pour voir si, à la fin, ce forfait ne va pas emmener une chute. À ce que le prix pondéré, le prix moyen, ne soit pas en dessous du seuil que nous avons, que nous fixons, et pas de manière aléatoire. C'est tout un calcul qui se fait sur le nombre d'antennes, le carburant, les groupes électrogènes, la charge du réseau, ce que nous appelons le revenu moyen qu'un consommateur peut mettre, qu'on appelle l'ARPU, qu'un consommateur peut mettre dans ses communications électroniques par mois. Nous tenons compte de tout ça pour faire un calcul et mettre un seuil. Ça, c'est notre travail. Au-delà de ça, les opérateurs sont libres de mettre le prix qu'ils veulent, au risque de perdre les clients, sinon au risque aussi de faire chuter la consommation. Nous devons comprendre qu'un opérateur, son but n'est pas que le client ne consomme pas. Son but est que le client consomme et qu'il consomme beaucoup. Et pour cela, lui-même se doit d'avoir des prix relativement bas afin d'inciter à la consommation. Concernant les différentes arnaques, là aussi, c'est une question de loi. L'arnaque au mobile money ou au Airtel Money est devenue quelque chose de très courant. Nous travaillons main dans la main avec la police. Nous donnons toutes les informations en notre possession nécessaires pour pouvoir interpeller les malfaiteurs, les personnes qui sont derrière ces systèmes. N'oublions pas que l'être humain peut, dans certaines conditions, être ingénieux au mal. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a heureusement des gens qui travaillent pour l'évolution, mais il y a des gens qui prennent le temps de s'asseoir pour concevoir comment détourner le système, comment arnaquer les autres. Ça, c'est le travail de la police. Et nous travaillons avec la police nationale pour cela. Dans bien des domaines, dans bien des échanges, nous avons des différents points focaux pour le suivi des enquêtes. Beaucoup ont déjà été interpellés.
D'autres, je sais, courent encore la rue, mais nous faisons tout notre nécessaire. Le travail que je demanderai aussi à vous, journalistes, et que nous demandons aux opérateurs de faire, c'est beaucoup de sensibilisation. Parce que les gens aiment aussi le gain facile. Ils sont très attirés. Les techniques de ces arnaqueurs sont connues. Ils vous vantent que vous venez de gagner un prix de tant de millions. Et comme nous sommes dans des situations souvent, lorsqu'on apprend un truc comme ça, on aimerait tellement que ce soit vrai, que très rapidement, nous nous laissons et nous faire des codes afin de faire des transferts. Et souvent, lorsque nous allons regarder les numéros, ces numéros où la personne n'avait pas la bonne pièce d'identité ou. Donc derrière, toutes les informations, nous mettons d'action au niveau des opérateurs pour pouvoir bien identifier ce qui nous permettrait rapidement de pouvoir faire face. Nous avons un nouveau projet que nous allons lancer d'ici 2 mois à peu près, qui s'appelle VisioSIM, qui permettra à la police, parce que vous voyez, l'enquête prend du temps. Il y a la plainte, après la police doit se rapprocher des opérateurs, du procureur, pour avoir le droit d'aller regarder le numéro de téléphone appartient à qui. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour automatiser et pour fluidifier ces enquêtes-là. Le projet que nous sommes en train de mettre en place permettra d'accélérer ces process, de telle sorte que si quelqu'un appelle pour dire « je viens de me plaindre, voici le code qui m'a été donné », aussitôt que la police soit en même de savoir qui est derrière cette identité. Normalement, un compte mobile money est comme un compte bancaire. Si une personne ouvre un compte mobile money, il doit être capable de donner l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte bancaire. Parce que ce n'est pas l'opérateur qui a la licence du mobile money ou du Airtel Money, non. C'est de l'argent électronique. L'argent électronique, ce sont les banques. Tous ces opérateurs travaillent sous le label des banques. Donc, les premiers à regarder et à respecter, c'est d'abord les banques et le ministère des Finances qui veille sur les banques. Donc, ils sont tous saisis. Nous travaillons aussi avec le ministère des Finances sur ces questions d'arnaque afin de trouver rapidement les malfaiteurs et de mettre fin à ces opérations malfaisantes. Il y a beaucoup de plaintes de tous ceux qui travaillent sur le mobile money qui ont vu leur coût baisser, leur commission baisser chez MTN. Nous n'avons pas mandat d'aller rentrer dans les contrats entre MTN et ces personnes-là. Nous avons demandé à MTN des explications. Excusez-moi, monsieur le DG, vous avez demandé à MTN de vous expliquer parce que vous avez été ampliataire de la déclaration des marchands du Congo. Oui, exactement. Nous avons reçu un courrier des déclarations. Aussi bien que nous voulons répondre à ces marchands de manière efficace, mais tout en n'usurpant pas un pouvoir qui n'est pas le nôtre. Nous avons un numéro que nous avons mis, qui est un numéro vert, le 50-50. Tout le monde peut appeler pour se plaindre. Les plaintes sont recueillies, les plaintes sont traitées. Nous allons travailler à l'amélioration de traitement et des plaintes avec les opérateurs. Là aussi, il y a une nuance. Nous ne pouvons pas demander à un opérateur. Nous avons reçu une plainte à 8h47 de monsieur X et nous voulons avoir une réponse maintenant. Ce qui est très compliqué parce qu'eux-mêmes, ils ont aussi des centres d'appel pour recevoir leurs propres plaintes. Nous prenons la tendance. Notre centre d'appel est d'écouter. Vous nous dites, voilà ce qui nous est arrivé. On l'enregistre et le jour où on se voit avec les opérateurs, on cogne. On dit aux opérateurs, ça, vous n'avez pas le droit de faire, vous devez corriger ça. Nous avons aussi vocation de donner la bonne information. Quelqu'un peut se plaindre, dans mon quartier, je n'ai pas eu la connexion depuis bientôt une semaine. Nous sommes là pour lui dire, telle antenne est tombée, ou encore dans les zones nord, par exemple, à Ouesso, c'est très fréquent, il y a de très grandes pluies et des vents violents. Il suffit qu'une antenne soit désaxée par rapport à un vent pour que toute la zone perde le signal. Et on ne peut pas le réparer aussitôt. On est obligé d'attendre que la pluie termine, que le pylône sèche pour qu'une personne monte pour réaligner les antennes.
Nous sommes là aussi pour donner cette information aux consommateurs. Pas seulement pour dire oui, on a perdu de la connexion, il faut cogner sur l'opérateur. Non, il y a des choses qui sont indépendamment de la volonté de l'opérateur. Monsieur le DG, il y a des consommateurs qui jugent encore cher Internet au Congo. Mais à côté, quelques opérations de benchmarking réalisées dans ce contexte montrent bien que le pays n'est pas aussi bas dans la cherté, par exemple, d'un giga Internet. Je prends l'exemple de notre voisin à côté, RDC, où le giga coûterait un peu plus cher que chez nous. Comment finalement interpréter le coût de l'Internet mobile au Congo? Merci beaucoup encore pour cette question. Et cette question, il ne faut pas que j'oublie, je voulais revenir un peu sur les retombées de la Covid-19. Bon, j'espère que je me souviendrai. Vous voyez, le prix de l'Internet, le prix est une base d'un calcul de prix de revient. C'est toute une branche de calcul des coûts. Le calcul de coût se fait sur la base d'un coût de revient. Lorsqu'on achète Internet, au niveau des grands fournisseurs de l'Internet, à combien nous l'achetons et combien cela revient pour que le dernier consommateur le reçoive sur son téléphone ou sur son ordinateur. Ce calcul donc va tenir compte, 1, de l'achat de l'Internet déjà sur le marché international, de la capacité qui arrive, de la maintenance de la station d'atterrage à Matombi qui doit mettre le carburant, qui doit avoir des groupes électrogènes, qui doit veiller sur son énergie, de Congo Télécom qui gère la station, du coût payé de la fibre optique jusqu'à Pointe-Noire, au centre de distribution. Il va récupérer aussi le coût des infrastructures qui vont permettre à ce que cet Internet ou ce mégabit ou ce gigabit arrive jusqu'à Brazzaville en passant tous les faisceaux hertziens qui existent. Et chaque faisceau hertzien dit antenne, pylône, groupe électrogène, carburant, agent de sécurité. Tout cela va faire un calcul pour savoir combien le prix du méga revient. Vous voyez, le premier point qui va peut-être donner cette impression, je redis bien cette impression, parce que comme vous avez su le dire, le dernier benchmarking qui avait l'air un peu plus fiable mettait le Congo en 13e pays le moins cher sur l'Afrique. 13e pays. L'Afrique est un grand continent. Étant 13e les moins chers, c'est-à-dire on est bien devant beaucoup d'autres pays. Alors, mais nous sommes beaucoup d'autres pays avec le peu que nous avons. Nous avons un seul câble sous-marin. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un seul câble sous-marin, le coût va être répercuté. Je vais prendre un exemple simple. L'aéroport fonctionne avec les taxes que payent les compagnies aériennes. Mais l'aéroport a son coût de fonctionnement. Si un avion, il n'y a qu'une seule compagnie qui atterrit, mais c'est elle qui va supporter la charge des salaires, de l'électricité, de tout ça. Cette compagnie aura donc de fortes taxes. Et la compagnie ne va pas supporter elle-même. Elle va remettre ça sur le prix des billets. Est-ce que vous voyez un peu la chaîne? Mais à la fin, on va dire, telle entreprise est trop chère. C'est la même chose. Si on n'a qu'un seul câble, ce qui veut dire que la station d'atterrage ne fonctionnera qu'avec les retombées de ce câble. Or, si on a plusieurs câbles déjà à l'arrivée, les coûts vont se partager parmi les différents acteurs qui sont à la station d'atterrage, ce qui va réduire le coût de l'Internet. Le transport, les infrastructures de transport sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'on peut transporter par faisceau hertzien, ce qui coûte très cher, ou on peut transporter par fibre optique. Là aussi, c'est une décision de gestion que de faire construire des nouvelles routes fibre optique pour pouvoir ramener l'information. Mais ces routes-là aussi ont besoin de maintenance. Alors, il y a des coûts de maintenance qui sont associés. Au final, lorsqu'on va arriver, toutes les antennes que vous avez, selon les technologies que vous avez, vont emmener donc à un certain coût, le mégabit ou le giga. C'est comme ça que cela est calculé. Les calculs de coûts, nous allons d'ici quelques mois rendre disponible même sur Internet le calcul des coûts.
Comme ça, les gens pourront avoir l'information et savoir que lorsque nous validons, nous ne le validons pas de manière aléatoire. Voilà pourquoi je souris souvent pour revenir sur la question de la Covid. Les gens disent que les opérateurs ont fait beaucoup d'argent pendant la Covid. Mais non, si vous n'avez que 30% qui consomment, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Sachant que ces 30%, beaucoup ont perdu leur emploi parce qu'il y a eu des licenciements. Donc, il n'y a pas eu de consommation. Je vous annonce par exemple que la perte en téléphonie mobile, juste pour le mois d'avril, le mois de confinement, a été de 21%. Et malgré ça, les opérateurs ont fait des dons, ont fait des promotions, ont fait pas mal de choses pour pouvoir accompagner le confinement. Mais que l'on ne s'y trompe pas, il y a eu des pertes. Les opérateurs n'ont pas gagné d'argent pendant le confinement. À quand la probable rencontre sous l'ère du DG que vous êtes pour que les opérateurs et les consommateurs puissent se retrouver avec vous pour dissiper un peu ces malentendus et une meilleure communication? Comme je disais tout à l'heure, là nous allons rejoindre le volet, non pas changement, mais le volet continuité. Vous voyez, il y a une continuité effectivement qui se fait. Aujourd'hui, je vous dirais, cette continuité, elle est palpable puisque nous sommes tous là déjà. Il y a déjà un premier point, mais nous sommes en ce moment régis par l'état de crise sanitaire. Cet événement que nous avons aujourd'hui avait prévu rassembler une 60aine de personnes. Pour des raisons de sécurité et d'état d'urgence sanitaire, nous ne pouvons pas le faire. D'ici la fin, j'ai été nommé directeur général dans un contexte que vous connaissez. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre de faire pour la simple raison que les mesures de respect, de distanciation sociale nous empêchent de le faire. Mais une fois que tout ça sera levé, nous mettrons en place effectivement ces échanges. Parce que je crois personnellement qu'une meilleure communication fait partie des clés du succès. Les gens souvent n'ont pas besoin de se révolter. Ils ont peut-être simplement besoin d'être informés. Voilà pourquoi nous allons travailler avec les médias, avec les opérateurs, avec les associations de consommateurs, continuer à travailler avec eux afin qu'ils aient la bonne information. Vous venez de nous annoncer que pendant la Covid-19, que les opérateurs de sociétés mobiles ont fait 21% de pertes. Et en amont, mettons l'accent sur la Covid-19, vous avez dit que l'ARPCO, bien le régulateur, doit faire en ce qu'elle puisse sécuriser le marché. Et comment le régulateur, et en tant que directeur général de l'ARPCE, fera en sorte pour sécuriser le marché dans le domaine du numérique. Merci. La sécurité du marché pour nous se fait comment? Se fait déjà par la sécurisation des coûts. Vous voyez, il y a des pays, il y a quelques années, le Kenya, le secteur du numérique, je crois au Kenya, si je ne me trompe pas, était totalement effondré à cause d'une concurrence. Vous êtes tous témoins, vous êtes congolais, que la régulation a dû mettre fin à l'époque au forfait Masolo à gogo et à certains forfaits. Pourquoi? Parce que lorsque les opérateurs commencent à se livrer derrière une concurrence acharnée, leur seul levier souvent ce n'est que le coût. Or, il faut qu'il y ait d'autres leviers comme la qualité de service. Comme en disant je préfère chez RTL parce que là-bas, son centre d'appel me reçoit bien, me traite bien. Ah, je préfère chez MTN parce que là-bas, il y a une meilleure couverture dans mon village. Voilà. Donc, il doit y avoir d'autres critères qui doivent être mis en avant au lieu simplement de continuer à jouer sur les coûts. Alors, pour sécuriser le marché, on sécurise les coûts. On évite que les opérateurs vendent à perte pour essayer de compenser. On fait un travail assez linéaire sur l'année. Parce qu'on voit ce qui va se passer là, comment ça va se faire. Et nous travaillons avec les opérateurs. Constamment, ils viennent nous faire des propositions parce que les plus impactés, c'est d'abord eux. Eux, ils doivent faire du chiffre. Ils ont obligation de faire du chiffre. Donc, ils viennent travailler avec le régulateur pour mettre en place des différentes stratégies qui permettent de sécuriser le marché.
On peut par exemple se dire que bon, au mois de juillet, on avait prévu encore baisser les coûts. Ils peuvent nous dire non, on ne peut pas faire ça ce mois de juillet pour la simple raison que la Covid-19 a emmené une crise qu'on n'avait jamais connue. Les réseaux aujourd'hui sont vides, mais ils ont des projets de déploiement. Vous le verrez certainement en fin d'année, que beaucoup de villages aujourd'hui avec le Fonds d'accès de services universels, les villages sont en train d'être couverts. Il y a ces projets de couverture qui doivent continuer, le respect de cahier de charges doivent continuer. Donc nous devons aussi d'être attentifs aux opérateurs et dire oui, peut-être que là, ce n'est pas encore le temps de baisser encore un prix ou d'emmener certaines promotions. C'est comme ça que nous sécurisons le marché. Il y a plusieurs leviers, mais l'un des leviers, c'est sûr, veiller sur les coûts. La Poste a subi, comme dans tous les autres pays, la souffrance de l'arrivée d'Internet. Donc, on n'a plus besoin. Aujourd'hui, avec la Covid, ça va encore être pire. Les gens privilégient maintenant l'envoi de mails. On n'est pas en contact que d'envoyer une enveloppe qui va arriver. Le facteur, on ne sait pas où est-ce qu'il a mis la main avant. Il nous remet, ça devient un autre point de contact. Alors, dans beaucoup de pays, à l'étranger, en Occident, ou encore dans certains, même en Afrique, la Poste a su rebondir. Donc nous avons fixé avec la DG de la SOPECO, regardez ensemble, qu'est-ce que les autres pays ont mis en place pour rebondir. Nous avons créé la banque postale aussi au Congo. Mais il y a une nuance là aussi. Nous n'avons pas fait exactement comme les autres pays ont fait. Nous, la banque postale a une agence, une direction générale qui est là. Dans d'autres pays, la banque postale se trouve dans la poste. Donc vous venez à la poste chercher votre courrier, au même moment, au coin, vous avez des bureaux de la banque postale. Ce qui fait que l'activité continue à fonctionner. Aujourd'hui, la SOPECO n'est que actionnaire de la banque postale. Ce qui veut dire qu'elle va toucher des retombées comme dividendes, comme tous les actionnaires. Mais est-ce que c'est suffisant pour garder le secteur debout, pour garder les agences ouvertes? D'autres sont automatiquement devenus des points de transfert Western Union. Au point où certains ont même cru que c'est la Poste qui était Western Union. Non, Western Union était une entreprise, mais la Poste a ouvert ses bureaux pour que les gens puissent être connectés à Western Union, venir toucher leur argent. Aujourd'hui, ce secteur aussi, très bien, il marchait bien jusque-là. L'arrivée du numérique avec les mobile money et les Airtel Money est venue secouer ce secteur de transfert d'argent, du moins au niveau local. Aujourd'hui, il y a quand même des choses à souligner. Hein. Les courriers ont recommencé à arriver jusqu'à dans les maisons. Même des courriers qui viennent de l'étranger arrivent jusqu'à dans les maisons. C'est un travail à saluer. La DG de la Poste nous a présenté des projets d'innovation qui sont en train d'être mis en place au sein de la Poste. Mais vous savez que c'est un gros chantier. C'est un gros chantier surtout lorsqu'au même moment, il nous faut piloter une activité, lui donner un sens, et au même moment, nous manquons souvent de fonds et de ressources financières pour pouvoir accompagner notre ambition. Je vous remercie. J'espère que déjà vous-même, en tant que les premiers acteurs de l'information, vous avez eu des réponses aux questions que vous-même vous posiez, en tant que consommateur aussi. Bien de choses ont été faites dans le monde parce qu'on a été informé par de grands hommes, on a été informé par des journalistes. Je compte sur vous pour relayer les bonnes informations, que vous puissiez avoir les informations pour non pas défendre la RPCE, mais défendre la vérité qu'est l'information.